Bonjour, vous êtes sur le podcast de Plan Sonore avec Bruno de Chenerille. Dans cette série d'épisodes, je rencontre Gwenaël Masson, qui est formateur, très impliqué en pédagogie active et qui a lui aussi un podcast intitulé Les Brèves pédagogiques, directement lié à son activité. C'est le 2e épisode. Donc oui, pédagogie active, donc on a... Et alors toi, est-ce que tu as des ficelles, des procédés que tu utilises justement, toi, dans ta pédagogie, dans tes formations qui relèvent de la pédagogie active? Tu utilises, je crois, beaucoup de jeux, non? En fait, j'essaye de transformer, je sais pas si c'est tant des jeux, enfin, on appelle ça jeu, mais j'ai envie de dire, c'est plutôt des activités, c'est-à-dire que, parfois ludiques, mais ce sont surtout des activités pédagogiques, effectivement, qui vont s'appuyer sur, on va appeler ça jeu, mais parce que ça s'appelle un jeu de cartes, mais sur des cartes, où je vais imaginer des procédés où ils vont se mettre à 2 ou et cetera. J'utilise beaucoup ce qu'on appelle, alors on met pareil dans notre jargon, mais beaucoup d'anglicismes, mais de social learning ou en tout cas d'apprentissage social. Parce que ça crée aussi la confiance. Donc en fait, je mets beaucoup les apprenants au démarrage à travailler en petits groupes, parce que du coup, de réfléchir sur quelque chose qu'on connaît pas ou peu, à 2, à 3, ça permet de lever, la barrière de «je vais pas y arriver» ou «je ne sais pas faire» et puis la peur du jugement parce que, nous venons d'une pédagogie, plutôt descendante en fait, et à l'école et qui est en plus, on t'a donné le cours et ensuite tu dois appliquer et ensuite tu es noté. Donc il y a vraiment cette notion de sanction. Donc le fait de travailler à plusieurs, au départ, ça aide en sous-groupe. Donc il y a vraiment en plus, il y a cette intelligence collective, mais il y a vraiment ce soutien social et puis, ce que j'aime, c'est que ça vient créer les conditions du c'était Piaget, voilà, mais du conflit socio-cognitif, où justement les personnes vont se confronter les unes aux autres avec leurs avis et ça va leur permettre aussi d'amplifier leurs réflexions. Donc pour moi, ça, c'est vraiment plein de petits trucs que j'utilise, mais surtout, à chaque fois que j'ai un objectif pédagogique dans mes formations, je leur donne une activité, effectivement, ça peut être une étude de cas, ça peut enfin, j'en parle beaucoup du coup dans mon podcast. Comme tu dis, toutes les techniques que je partage dans mon podcast sont basées sur la pédagogie active parce que, le dernier épisode, je crois, parlait justement de, par exemple, sur une procédure. Beaucoup de formateurs croient qu'on peut pas former sur une procédure en pédagogie active. En fait, moi, je donne la procédure aux apprenants et par contre, je leur donne une mission, c'est-à-dire, dedans, cherchez-moi ça, trouvez quelque chose, analysez-le et dites-moi comment vous l'utiliseriez dans tel ou tel contexte. Et en fait, ça les pousse à s'approprier le document, à réfléchir, à analyser et à se poser des questions et à se projeter dans qu'est-ce qu'ils pourraient en faire. Et il y a j'utilise beaucoup de systèmes comme ça ou sinon je transforme en jeu de cartes. Ça peut être du vrai faux, mais pareil, tout ça, c'est toujours comme je le dis, je démarre par ça et ensuite il y a l'étape parce qu'une pédagogie active ne fonctionne que s'il y a un temps de débriefing et donc d'apport complémentaire théorique après post-activité, avant ensuite d'aller plus loin dans d'autres activités. Mais par contre, s'il n'y a pas ce temps de débriefing et pareil, le temps de débriefing, c'est un temps, qui souvent est mal compris et qui n'est pas toujours simple à faire. C'est vraiment en fait, je pourrais parler d'intelligence pédagogique situationnelle. On pourrait dire moi je l'appelle un peu comme ça. On parle d'intelligence émotionnelle, on parle d'intelligence, situationnelle ou de management situationnel. Là, on pourrait parler d'intelligence pédagogique situationnelle, c'est-à-dire que au moment du débriefing, c'est de repérer les différentes personnes, comment elles réagissent aux questions qu'on va leur poser. On va les accompagner en posant des questions. On va essayer de creuser leur raisonnement. On est là pour accompagner, aller mettre en lumière, leur raisonnement. C'est-à-dire que souvent, beaucoup de personnes ne savent pas ou n'ont pas appris à se mettre en posture métacognitive, à se voir, réfléchir et à voir ce qui se passe dans leur cerveau. Et notre rôle, là, pour moi, de formateur dans cette posture, c'est de les aider à faire ça et de repérer justement, éventuellement, parfois quelques zones de blocage ou de difficulté pour les aider à les surmonter. Et cette étape du débriefing est essentielle pour ça. Ok, ok. Et alors, moi j'ai remarqué, il y a quelque chose qui me, qui me pose question, c'est que je crois, en écoutant ton podcast, tu en parlais, et puis j'ai eu l'occasion aussi d'avoir des échanges avec des formateurs
qui pratiquent aussi la pédagogie active, qui font du présentiel. Moi, je fais beaucoup de formations en ligne maintenant. Je suis plus trop en présentiel, mais j'en ai fait aussi. Et alors, j'entends parler tout le temps de cartes plastifiées. Alors, qu'est-ce que c'est? Et apparemment, ils savent très bien de. Tout le monde sait ce que c'est. Et alors, j'aimerais que tu expliques quand on parle de cartes plastifiées. Ouais. On parle de cartes plastifiées, c'est juste, je sais pas moi, ça peut être une carte avec, enfin moi j'en crée souvent, c'est-à-dire, des fois c'est un petit contexte, par exemple, hein, moi dans mes domaines, un petit contexte, à la fin une question, faites ci, faites ça, et derrière des fois il y a la réponse ou pas, et en fait pour les réutiliser, c'est juste que je les imprime, et pour les réutiliser, je les plastifie avec une plastifieuse. C'est juste ça. Heu ou par exemple, j'utilise beaucoup une activité que j'ai créée il y a quelque temps, un vrai faux, et que j'ai appelé collaboratif, c'est-à-dire où je leur demande de le faire en sous-groupe. C'est des affirmations et tous ensemble, justement, ils réfléchissent pour essayer de le placer en vrai faux, et ça, moi, je le fais en distanciel des fois. C'est-à-dire qu'en fait, sur l'équivalent d'un PowerPoint, sur, Google, je sais plus comment ça s'appelle, mais l'outil Google, j'ai mis toutes les affirmations des petites cases, où il y a la phrase, et il y a des colonnes vrai-faux. Et en fait, en groupe, je leur demande de les ranger en vrai-faux et donc de se mettre d'accord entre eux. En fait, c'est la même chose en présentiel, sauf qu'au lieu de réimprimer à chaque formation mes affirmations sur du papier, je les ai plastifiées pour que ce soit durable et réutilisable. Ok, ok. Donc c'est un peu du bidouillage là. T'as des gabarits, tout ça. Tu découpes tu Ah imprimes. oui, bah, je me suis créé à force des gabarits. Il y a différentes tailles, telles que j'ai envie. Je peux avoir des petites cartes, je peux avoir des grandes cartes. Mais c'est pas tant du bidouillage, c'est surtout que j'aime bien créer les choses comme j'ai envie, quoi, en fait, à mon image, ou tel que j'ai envie, qu'il y ait une forme d'harmonie aussi, justement. C'est-à-dire que je vais pas aller faire imprimer un jeu de quelque chose par un professionnel qui va me servir une fois et qui, Bien sûr. voilà, on peut le faire maison, et surtout c'est ça qui est bien, c'est-à-dire que ça veut dire que tout le monde a accès à une imprimante aujourd'hui, enfin quasiment, ou peut avoir, et une plastifieuse, on peut en trouver pour pas très cher, et c'est vite rentabilisé. Oui, oui, d'accord, d'accord, d'accord. Oui, parce que j'ai vu aussi qu'il y avait des boîtes qui vendent des jeux pédagogiques comme ça, mais alors du coup c'est du standard et tu peux pas l'adapter complètement à tes situations, quoi. En C'est fait, ça. c'est ça. Il y a plein de jeux existants. Moi, j'en ai plein que j'utilise, hein, que j'ai achetés aussi, et qui sont pratiques. Et dans plein d'autres situations, enfin, c'est différent parce que c'est vraiment sur des objectifs pédagogiques très précis. Ben, moi, j'ai juste voulu créer des activités. Et ces activités, bah, autant les réutiliser quand je refais une formation. Il y a des activités qui reviennent, et je vais pouvoir les réutiliser. Ça, c'est ça l'avantage. Et là, pour le coup, oui, si demain je veux changer, je veux le faire évoluer, je veux ajouter une carte, je veux ajouter une question, je veux ajouter une phrase, bah, je le fais à la maison, je l'imprime, et puis voilà, c'est fait. Ok, ok. Voilà, on a dévoilé le mystère des cartes plastiques. Enfin, je sais pas, c'est peut-être que pour moi que c'est un mystère, Je mais sais pas. tu vois, ça m'a toujours intrigué. Euh, alors ouais, on pourrait venir maintenant un peu plus sur ton podcast, parce que finalement, je t'ai invité après avoir découvert ton podcast et avoir écouté ton podcast, hein, qui est lié directement à ton activité. C'est ça qui m'a intéressé vraiment, à ton métier. Et comment tu as décidé de lancer ce podcast et pourquoi? Enfin, quelle place il a dans ton activité? Quel rôle il joue? Tu vois? Bien sûr. Bah, en fait, j'ai été interviewé il y a quelques années, c'était par Erwan Medek, qui avait créé un podcast, et j'ai beaucoup aimé le format interview. Et ça m'a donné envie, je me suis dit, ah, j'aime bien, parce que je suis plutôt à l'aise à l'oral. Euh, et je me disais, ça n'a pas l'air si compliqué. Enfin, c'est ce que je me disais. Bref. Mais
ça a maturé, enfin ça a maturé. C'était en arrière-plan et je sais pas, pendant 3 ans, 4 ans, il y avait ce podcast. Puis au final, je me rendais compte petit à petit, parce que j'en écoutais pas avant, en écoutant quelques-uns, je me rendais compte que c'était du travail, que ça demandait du temps, qu'il fallait sans doute avoir peut-être quel matériel fallait-il avoir. Je me suis posé plein de questions. Et puis surtout, au-delà de ça, le sens, quoi. C'est-à-dire, ok, un podcast, d'accord, mais pour dire quoi, pour faire quoi, et si je fais ça, c'est pour que ça puisse durer, quoi. Donc, il y a vraiment cette question-là. Et c'était en arrière-plan, sans vraiment trouver l'angle finalement. Et puis, je ne saurais plus dire précisément comment, c'est en tout cas à force d'en parler, et à force d'en parler avec ma femme, de temps en temps, en échangeant. Et à un moment donné est venue vraiment l'idée, c'est ça y est, j'ai trouvé vraiment le truc qui, moi, me conviendrait à plein de niveaux, c'est-à-dire au niveau comment dire? Création, c'est-à-dire que ça ne prenne pas non plus trop de temps. Au niveau qu'est-ce que je vais dire? Quel est le sens? Et si du coup, ça a été justement cette notion après a été non, mais les brèves pédagogiques, ça a été de dire: «Je peux pas parler de tout ce que je fais dans toute mon activité, je peux pas parler et de la communication non violente et de la pédagogie et de ça, donc à un moment donné, il faut faire un choix». Et le choix, je l'ai fait donc parce que j'adore la pédagogie et je voulais que ce podcast puisse servir à plein de titres. Un, éventuellement à des apprenants à moi, qu'ils puissent, quelque part, c'est une sorte de prolongement de la formation, tout d'un coup, ils sont venus en formation et ensuite, bah, ils peuvent écouter les épisodes de podcast et en fait, il y a des techniques pédagogiques, donc je voulais quelque chose de concret qui puisse servir à mes apprenants. 2, c'était je trouvais un vecteur, en fait, de communication, mais qui me plaisait parce que c'est un vecteur de communication qui, pour moi, a du sens parce que c'est vraiment important pour moi. C'est je veux partager aux auditeurs quelque chose de concret aussi et pas juste écouter des gens, forcément, échanger ou parler entre eux. Je voulais que ce soit utile, même si on peut écouter des gens entre eux et c'est utile, mais là, j'avais vraiment, l'idée, c'était court, utile, parce que moi, ça me permettait de passer moins de temps à la création de contenu et la petite frustration, c'est de me dire: «Ah, j'aimerais bien de temps en temps avoir quand même des interviews parce que juste tout seul, tout le temps, voilà». Et donc, en fait, j'ai trouvé le juste milieu. C'est-à-dire, je voulais pas que des interviews, trop lourd, en temps, parce qu'il faut le temps de l'interview, le montage, enfin, c'est beaucoup plus de travail. Et je voulais pas que, tout seul. Donc j'ai trouvé le juste milieu en faisant, voilà, 4 enfin, tous les 5 épisodes, en tout cas, il y a un invité. Je me dis: «C'est le bon rythme». J'ai calqué aussi le rythme de publication sur mon planning pour que ce soit pas trop lourd et donc l'idée, c'est pour que ce soit durable dans le temps. Si je veux que ce soit durable, bah, faut que je puisse le faire et suivre le rythme d'enregistrement et de publication. Heu, mais vraiment c'est venu l'envie de partager, en fait, partager quelque chose que j'aime, qui est la pédagogie et de partager des choses concrètes. C'est pour ça que même avec les invités, mes questions, il y a des questions autour aussi de qu'est-ce qu'ils font, d'où ils viennent, mais c'est vraiment de quelle est, la technique ou les deux trois trucs concrets qu'ils peuvent nous partager. L'idée, c'est quand même qu'à la fin d'un épisode, celui qui a écouté, il se dise: «Tiens, il y a un truc que je peux appliquer, tout de suite, si je veux essayer». Et donc, quel est ton objectif d'audience? À qui tu parles? Ou à qui tu veux Majorité parler, quoi, hein? Majoritairement, je veux dire, je pense que je parle enfin, en tout cas, à toute personne qui s'intéresse et qui est curieuse, je veux dire, de la pédagogie, du monde de la formation et de la pédagogie et autrement, c'est à des formateurs et des formatrices, qui soient débutants, en devenir ou installés. Voilà, c'est ça, majoritairement et puis derrière, heu, je vais mettre en plus parce que je veux dire dans le voilà, je dis formateur, formatrice parce que c'est sur le terrain et c'est vrai que c'est mon job, mais, hem tout le monde de la formation. Quand je dis le monde de la formation, je pense des fois, parce que j'ai eu déjà des retours de responsables formation en entreprise qui ont des formateurs internes, des formateurs occasionnels. Bah, ces personnes-là, des fois, l'entendent et hop, elles ont donné les liens du podcast à leurs formateurs, formatrices internes parce que c'est concret. Donc en fait, pareil, c'est vraiment, je dirais, c'est cette audience, en tout cas du monde de la formation, mais sur le terrain, majoritairement. Ça peut intéresser aussi des DRH, par exemple. Effectivement, peut-être. En tout cas, ça donne aussi, j'allais dire ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que ça peut intéresser des personnes, ça donne à voir comment je travaille finalement aussi. Puisque du coup, je dis, ce que je fais, je parle que de choses que j'ai expérimentées. Mais c'est vraiment de partager à des personnes qui voudraient pouvoir réutiliser. Le public premier visé par moi et mon intention, c'est celui-là. C'est des personnes que ça intéresse, qui voudraient pouvoir, enrichir leur palette, nourrir leur palette pour eux ou pour des collègues, hein, pourquoi pas, mais au final, c'est bien sur le terrain. Ouais, 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 ouais. Et évidemment, ben, je veux dire, même sans que ce soit une intention, comment dire,
un ciblage, tu vois, précis, mais bien entendu, ça renforce ton image de marque, entre guillemets, hein, de formateur. Oui, en fait, ça, c'est des choses que, j'allais dire pareil, c'est la cerise sur le gâteau. C'est pas des choses forcément voulues, en tant que telles, mais ça joue forcément là-dedans. C'est-à-dire que j'en reviens à ça, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes de plus en plus, le mot est peut-être fort, mais noyés de contenu sur internet et sur les réseaux. Moi, il y a qu'un seul réseau sur lequel je suis, c'est LinkedIn, mais il y a énormément de choses et à un moment donné, on peut partager plein de choses. Moi, je crois que souvent, je fais plein de posts de choses que j'aime, mais je crois que ce qui est important, finalement, c'est de donner à voir ce qu'on fait, quoi. Parce que, on peut être tous formateurs dans des différents domaines, mais on travaille pas forcément tous précisément de la même manière. On n'a pas la même, manière de s'exprimer, le même, relationnel et finalement nos clients enfin, je crois que, pour qu'il y ait un lien de confiance et durable, bah, il y a besoin de se dire: «Tiens, finalement avec cette personne-là, alors déjà, il va falloir tester, mais est-ce que ça me donne envie? Comment elle travaille. Souvent, aujourd'hui, on peut voir plein de sites internet. Moi, j'ai un site internet, hein, depuis mes débuts, donc ça fait 13 ans. Mais est-ce qu'un site internet, c'est suffisant pour savoir réellement comment quelqu'un travaille? Bah, non. Donc en fait, c'est là où justement, c'est ce et le podcast, LinkedIn, moi, ça me sert à ça. Maintenant, le podcast, c'était une manière peut-être aussi indirecte. J'en ai pas pris conscience quand je l'ai fait, mais c'est plus maintenant. C'est vraiment tout ce que tu décris là, même là sur l'image de marque, ça, c'était pas au moment où je l'ai fait que je m'en suis rendu compte, c'est plus les effets dont je me suis rendu compte et et quelque part, c'est une manière aussi de m'affranchir un peu des réseaux. C'est-à-dire demain LinkedIn, j'ai plus envie ou, eux coupent, ou changent, comme on dit, l'algorithme ou quoi que ce soit. En fait, le podcast, il peut toujours être là, quoi. Tout à fait. Et donc, c'est une manière d'être toujours là, d'avoir toujours quelque chose qui existe, qui m'appartient. Enfin, voilà, et je crois que ça, c'est quelque chose aussi d'important, quoi. C'est d'ailleurs pour ça que je renforce encore plus là, dernièrement, j'ai changé, c'est tout récent, mais je change ma newsletter qui était avant une newsletter un peu plus d'information, d'actualité commerciale ou autre, et là, pour y mettre vraiment aussi, du partage, pour que ce soit en lien aussi avec ce podcast et pareil, m'affranchir un peu de ce je veux dire de ce réseau, mais de ces réseaux, tout en les conservant. Mais, ça permet surtout de garder la main dessus et de se dire: «Bah, je peux faire un peu ce que je veux, j'ai une audience, les gens qui veulent s'inscrire s'inscrivent, enfin, ceux qui veulent se désinscrire se désinscrivent». Oui, tout à fait. C'est finalement, moi, puisque je réfléchis beaucoup en ce moment et je propose beaucoup de formations, de podcasts à des entrepreneurs dans le domaine de l'entreprise, tu vois, Mmh. donc dans les activités, les métiers, etc. Puisque il est entendu que on croit souvent que le podcast c'est un amusement, c'est un hobby, tu vois. Ça peut l'être, hein, complètement, et c'est respectable, hein. Ça Mais peut. le podcast, disons, professionnel, hein, qui est lié à une activité, il est extrêmement puissant et c'est le seul moyen de communiquer qu'on ait où on utilise vraiment de manière expansive la parole et où on parle aux gens, on parle aux Mmh. auditeurs, et c'est ça qui fait l'intérêt du podcast. Les auditeurs de podcast, c'est aussi des gens qui ont envie d'écouter quelqu'un parler et qui s'attachent à ta voix. Enfin, ils te connaissent finalement lorsqu'ils ont écouté deux, trois épisodes de ton podcast. Mmh. Admettons que ça soit quelqu'un qui cherche une formation ou à recruter un formateur de formateurs. Effectivement, s'il écoute deux, trois épisodes de ton podcast, ça lui fait gagner, je dirais, trois entretiens privés, tu vois. Enfin, il te connaît déjà, quoi, tu vois. Donc, il peut effectivement te contacter en sachant qui tu es déjà, et tu as pas besoin de beaucoup expliquer après, quoi. Tu vois, c'est extrêmement. Et Et oui, c'est tout à fait, et je la m'en suis rendu parole, compte. c'est la parole, c'est le moyen de communication le plus puissant qu'il y ait. Tu vois, les gens parlent complètement de l'image, etc. Il y a tout ce truc autour de l'image, mais toutes les vidéos
sur YouTube, sur les réseaux sociaux, les influenceurs et tout ça, c'est pas l'image qui compte, c'est ce qu'ils racontent. C'est leur parole qui est, Mmh. tu vois, qui fait toute l'image, c'est un petit décorum, mais, euh, le message est contenu, leur message est contenu dans la parole. Et c'est pareil pour des formateurs, hein. Mais j'aime bien ce que tu dis, enfin, ça me fait vraiment rebondir sur comment. Moi, je me rends compte que j'utilise des fois l'image, par exemple sur LinkedIn, je vais me filmer moi, enfin, et puis après, je vais filmer. Ce que j'aime beaucoup filmer, souvent, c'est ma salle de formation avant ou après une formation. Pareil, toujours pour montrer, pour partager à quoi ça ressemble une formation avec moi. Et puis, ce n'est qu'une manière de faire parmi tant d'autres, mais voilà, c'est la mienne et de la montrer euh, et de la partager avec joie. Euh, et en fait, j'utilise l'image quand je veux. Les mots permettent de donner du sens et l'image permet juste de se représenter. Ça évite aux personnes de se représenter quelque chose de faux, puisque du coup, l'image permet de montrer juste ce qui est. Et l'autre chose, c'est que effectivement la voix, parce que j'écoutais peu de podcasts avant de m'intéresser aux podcasts, et j'ai commencé à en écouter, et maintenant je me rends compte que par exemple, enfin, le moment où moi j'aime bien écouter des podcasts, c'est en voiture. Et en fait, en voiture, du coup, je choisis ce que je veux écouter. Finalement, c'est vrai que c'est une consommation différente, on va dire, d'une radio différente. Et ce que j'aime, c'est que on va retrouver, même quand il y a un invité, hein, c'est si on laisse la place à l'invité justement, ou si on fait un podcast seul, des fois des épisodes seuls, c'est que on donne le temps en fait sur un sujet donné, quoi. C'est-à-dire que moi, quand je parle d'une technique pédagogique, ben, je parle d'une technique et je donne un exemple et je la décrypte et voilà. Et du coup, c'est ciblé, mais il y a le temps pour ça. Et ça se fait pas en 30 secondes, au travers d'une question dans une interview qu'on entend aujourd'hui des fois, hein, ça peut être dans des émissions ou à la télé ou sur les réseaux où ça va vite ou sur des vidéos qui vont très vite. Et effectivement, je crois que le podcast permet de donner ce temps-là aussi, en fait, finalement, d'étirer un peu le temps et de donner à penser, finalement, à réfléchir. Oui, tout à fait, tout à fait. Et toutes les études sur la consommation des podcasts, tu vois, Mhm. qui existent, moi je suis ça depuis plusieurs années, forcément, et notamment sur le podcast en France, tu vois, où on est, par rapport aux anglo-saxons, on est Mhm. en retard de 10 ans, parce que aux États-Unis, le podcast, c'est un truc énorme. Presque chaque Américain a un podcast. J'exagère un petit peu, évidemment, tu vois, mais c'est presque ça, quoi. On s'aperçoit que vraiment, d'une part, en France, le nombre d'auditeurs de podcasts, il augmente d'année en année, et ça, aucun autre média n'augmente comme ça, tu vois. Tout, Mhm. est saturé en stagnation, si tu veux, même si D'accord. c'est beaucoup. Et le podcast, ça monte, ça monte, ça monte. Et c'est effectivement, quand on analyse les motivations des auditeurs de podcast, c'est qu'ils cherchent le calme, ils cherchent du sens, ils cherchent à comprendre, ils cherchent à s'informer, et ils cherchent surtout à se couper de la frénésie Mhm. des médias, tu vois, Oui, d'internet, etc. Où finalement, le podcast, c'est l'anti-scroll, quoi, tu vois. Les oui, je vois ce que tu veux dire. auditeurs de Oui. podcast ne scrollent pas, quoi, tu vois. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un écoute ton podcast, bon, il va écouter un épisode, soit ça ne l'intéresse pas, il va passer à autre chose, mais il t'aura déjà écouté un épisode, et puis si ça lui a plu, ça va devenir un auditeur fidèle. Mhm. Il va écouter d'autres épisodes, etc. Et il n'y a pas quelque chose qui défile, où tu peux pas arrêter le flow, quoi, tu vois. Ouais. C'est euh, c'est Et super intéressant. tu as des stats, justement, j'ai pas trouvé alors, j'ai pas passé beaucoup de temps à chercher non plus dessus, mais des stats, justement, là-dessus, sur sur les podcasts qui peuvent à un moment donné durer. C'est quoi la moyenne d'abonnés, ou je sais pas, ou des choses comme ça, ou... Alors, bah, normalement, alors, si tu veux, il y a des études statistiques, hein. Il y a, sur le podcast français,
il y avait jusqu'à 2024, je crois, une étude très officielle sur le podcast français. Et c'était, ça va me revenir, quel institut c'était le Festival de podcast de Paris, tu sais, qui n'existe plus maintenant, qui a D'accord. arrêté, mais qui commandait cette étude-là et qui sortait tous les mois d'octobre. Si tu veux, tu pourras aller sur plansonore.fr, sur mon blog, D'accord. Hmm. parce que je fais un article à chaque fois où j'analyse un petit peu les résultats de ce sondage Ah, super. Ok. qui est vraiment un sondage, tu vois, représentatif sur Hmm. toute la France, hein. Ok. Donc, c'est hyper intéressant. Là, tu auras au niveau des chiffres et aussi au niveau qualitatif sur les Hmm. motivations des gens, etc. Sinon, si tu cherches, tu sais comment trouver tes propres chiffres de podcast. Oui, mes chiffres, enfin, je les ai sur la plateforme que j'utilise, puisque je passe par Spotify, enfin, pour créateurs, enfin, je sais plus Ouais, comment ils l'appellent. ouais. Et je les ai là, et puis je les ai sur Apple Podcast. Et en fait, je vois que c'est parce que c'est là qu'il y a les chiffres et que derrière, il y a plein d'autres plateformes. Je sais plus, j'ai vu Deezer, tout ça. En fait, finalement, en tant que tel, ils comptent pas directement. C'est relié à Apple Podcast. Enfin, Bah, je crois que c'est Apple, normalement, voilà, ou je sais plus normalement, comment, tes mais chiffres globaux, ils doivent être chez ton hébergeur qui va lui ouais, Spotify. centraliser, quoi. Donc, Oui, oui. Mais Spotify, du coup, après, la question, c'est justement, je connaissais pas, tu vois, je vois des chiffres, mais après, tu sais, quand on connaît pas euh, on n'a aucun élément de comparaison, moi, ouais, je sais pas ce que ça veut dire. c'est ça, parce que Après, je suis très content, parce qu'il y a des gens qui m'écoutent, des gens qui me découvrent. Moi, je suis super content. Il y a des retours ouais, positifs. Donc, je suis ouais, content. Je me dis, c'est utile. ouais. Et ça, c'est chouette. Mais effectivement, il n'y a pas Ce que tu, d'élément de comparaison. ce que tu peux apprécier, c'est ta progression, quoi. En Oui, fin de tout à compte, fait. ça, tu peux l'apprécier, ou de voir quel épisode a plus intéressé que d'autres. Bon. Après, la comparaison, elle est assez compliquée puisque finalement, tu ne vois jamais les chiffres des autres podcasts. Tu Bien vois, sûr. il y a que toi qui vois les chiffres de ton podcast. Oui. Et tu vois, donc après, il y a des gens, certains podcasteurs qui publient leurs propres chiffres, tu vois. Hmm. Mais souvent, c'est un peu, tu peux pas trop t'y fier, tu vois. Après, si tu veux, au niveau des chiffres et de l'importance de l'audience, il faut bien se dire qu'il y a des podcasts grand public, hein, tu Oui. vois. Voilà, les gros podcasts qui font beaucoup d'audience, c'est des podcasts de stars, de gens qui sont super connus, de Oui. journalistes très connus de la télé qui font un podcast, tu vois, ou des artistes très connus et tout ça. Ça fait des audiences Bien massives, tu sûr. vois. Non, non, moi, je suis sur un podcast de niche. Voilà, toi tu as ta niche, tu as ton audience, et évidemment, euh, ton podcast, ça sera jamais quantitatif au niveau de l'audience, c'est évident, tu vois. Mais, euh, mais après, comment tu penses pouvoir te comparer ou avoir un élément de comparaison, tu vois? C'est très compliqué, c'est très Mhm. compliqué. Ou alors faut en parler, tu vois, tu vois. Je sais pas quel est par Oh. exemple, la dernière fois que tu as regardé les chiffres, Bah, ou un épisode, en moyenne, tu as combien pas de vues, hein, mais d'écoutes? d'écoute. Les écoutes, je crois, elles tournent autour de 90-100 écoutes par épisode, à peu près, Ouais, je crois, voilà, là. c'est ce que je pensais. Et je suis à. Je l'ai lancé en septembre, et là, je dois être à 2600 et quelques écoutes au total, ou Tu l'as 2700, je crois. lancé en septembre 2025. Ouais. Ah oui, 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 oui. c'est bien. Alors moi, je te dis que c'est bien parce que, D'accord. bah oui, c'est tout à fait récent. Je veux dire, il y a des gens sur des niches J'ai qui sont 300, là un peu plus depuis de 5, 300 abonnés, 6. quoi. Ouais, bah c'est bien, c'est bien. D'accord. Super. Alors là, tu vois, pour quoi? Ça fait un peu plus de 6 mois, hein? Bah, depuis septembre, et puis au rythme Ah, de un tous les 15 jours, sachant que je ne publie pas d'épisode pendant les vacances scolaires, donc à chaque fois, il y a aussi une coupure.
Et, Bien, par contre. et ça, c'est un choix. Ça permet de respecter mon rythme, en fait, aussi. Mais effectivement, du coup, il y a moins de sorties, mais c'est plus Ouais, ouais. facilement gérable. Non, non, mais c'est très bien, Puis hein. après, je fais peu de pubs dessus aussi, hein. C'est-à-dire que même des fois, il y a une semaine, j'ai oublié de partager sur LinkedIn que l'épisode était sorti. Enfin, je suis- Est-ce que tu, ton podcast est sur YouTube aussi? Oui, je l'ai mis sur YouTube aussi. Tu l'as mis, c'est-à-dire, il apparaît en podcast, hein, sur YouTube. Oui, je crois bien avoir fait ça, ouais. Il est sur ma chaîne, mais il est mentionné podcast. Enfin, j'ai écrit podcast, j'ai dû cocher une case ou quelque chose, je sais plus comment c'était, mais Oui, c'est ça. et, Parce que et il est poussé dès que je mets sur Spotify, c'est poussé automatiquement dessus, quoi, l'épisode. tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est très important. Il y a des gens qui négligent ça. Ils se disent, oh non, YouTube. Mais en fait, en gros, ça t'apporte à peu près 40% d'auditeurs en plus, tu vois, D'accord. en moyenne, hein, parce que ça dépend un peu des niches et des podcasts. Oui, Donc c'est très important, quoi, tu vois. Alors que oui, YouTube n'était pas une plateforme de bien podcast à sûr. l'origine, tu vois, et c'est finalement assez récent, mais c'est quand même la plus grosse plateforme de contenu qui existe sur le monde entier, quoi, tu vois. Ah non, mais c'est intéressant, ouais. J'avais vu qu'il y avait un petit peu de monde qui allait dessus, mais c'est vrai que YouTube, enfin, je suis pas, pareil, je suis pas un consommateur de YouTube, donc du coup, je maîtrise peu ça, mais je l'avais fait, j'avais vu qu'il y avait quelques personnes qui allaient voir effectivement le podcast, enfin, là, écouter, mais je savais pas que ça pouvait représenter pour certains jusqu'à 40%. C'est intéressant. Et, si tu veux, tu t'en apercevras au fur et à mesure, tu vois, puisque tu peux avoir tes chiffres sur YouTube très facilement, Hmm. puisque tu Oui, as sur. Donc tu verras que bon, c'est là c'est peut-être il est un peu trop jeune encore ton podcast, mais tu verras que ça va représenter ça à terme, Hmm. quoi, tu vois. Ouais, c'est intéressant. Et non, moi je trouve que tu as pris un super bon départ, quoi. C'est bien. Merci. Plus tu peux faire effectivement de l'annoncer à droite à gauche, tu vois, mieux c'est, quoi. Oui, bien sûr. Ouais, complètement. Bon, ben écoute, c'était super. Ou est-ce que tu as envie de parler encore d'un autre sujet? Non, là, ça me va. Merci. Merci pour l'invitation, surtout. Merci Gwenaël Masson pour cette rencontre autour de ton parcours, de la pédagogie active et de ton podcast Les Brèves pédagogiques. Vous êtes sur le podcast audio de Plan Sonore. Il est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music, SoundCloud, Podcast Addict et bien sûr sur notre site web plansonore.fr. Si cette diffusion vous a plu, partagez-la avec vos amis, sur vos réseaux sociaux et abonnez-vous afin de rester informé des nouveaux épisodes. Le podcast Plan Sonore a besoin de votre soutien. À très bientôt.